Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bel été. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi ça va, très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets que je connais plutôt bien, qui est le couple, vu que ça fait déjà un petit moment que je suis avec mon chéri, et l'apparence physique, et on va mélanger tout ça. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. D'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Émilie. Je suis éducatrice sociale et thérapeute corporelle et chaque mois je propose un nouvel épisode afin de faire connaître un petit peu mon travail et en même temps de vous parler de tout ce qui touche au corps vu que c'est un sujet qui me passionne. Il y a quelques temps, je me suis posé la question comment ma relation amoureuse influence sur mon physique. Déjà, j'ai pris conscience qu'elle avait un impact car rapidement j'ai trouvé plein d'exemples de petites choses que j'ai pu faire ou que je fais encore sur mon corps qui sont dans un but centré sur la séduction. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un peu de contexte. En août cette année, Sylvain et moi, on a passé le cap des 13 ans. Wow. Bref, c'est passé tellement vite, je me suis même pas rendu compte. Mais pour vous expliquer, on s'est rencontrés à l'école quand on avait 10 ans. Puis ensuite, on a poursuivi un peu notre scolarité dans des classes différentes. Ça dépendait, il y a des années, on était ensemble. Mais enfin bref, et à nos 15 ans, on a décidé de se mettre ensemble. Puis aujourd'hui, on a 28 ans tous les deux. On se marie l'année prochaine, on a une maison en cours, des autres projets, enfin bref, une vie tout à fait pérenne et tout va pour le mieux, donc c'est trop bien. Mais pour autant, il faut toujours que je me remette en question les choses qui vont bien, comme me dirait Sylvain. La vérité, c'est que j'ai besoin de comprendre pourquoi quelque chose ne va pas ou comment ça se fait que tout va aussi bien. Et voilà, c'est comme ça qu'un jour à l'aéroport, sur le départ pour nos vacances, je me mets à penser à toutes les étapes de préparation physique que je m'impose avant le départ justement en vacances. Je poursuis la réflexion dans ma tête et je repense à nos premières vacances, qui étaient d'ailleurs à Fuerteventura. Et puis je me dis, quelle était la liste des étapes finalement? Est-ce qu'elle était plus longue ou moins longue que celle d'aujourd'hui? Et puis quand j'étais adolescente, quelle place en fait je donnais à mon apparence physique dans la relation? Je commence donc à établir une liste, je prends mon téléphone, je vous jure, j'ai commencé à tout noter. Et puis, pour le plaisir et aussi pour amener un peu de matière à ce podcast, je vais vous donner cette fameuse liste que j'ai faite en mars cette année. Une des premières choses que je m'imposais en début de relation, c'est d'être toujours un peu maquillée. Je mettais pas des tonnes, mais je pouvais pas sortir par exemple sans mascara ou un peu de fond de teint au cache-bouton. Même pas du fond de teint, du cache-bouton. Alors que j'en avais vraiment pas beaucoup. Mais bref. En fait, j'ai très rapidement associé le maquillage au fait de prendre soin de soi, de séduire, d'être une femme, d'être toujours prête à toutes les circonstances. Prête à sortir, prête à être vue. Tout d'un coup, si on allait au restaurant, il fallait que je sois quand même maquillée. Peu importe la raison, j'avais le sentiment que je devais être toujours prête. Et ça, c'était vraiment avant que j'apprenne qu'il me trouve autant, voire plus jolie, sans maquillage. Dans un premier temps, ça m'a presque vexée parce que sachant le temps et l'argent que j'y consacrais, mais bon, en même temps, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de l'entendre. Et puis, bien sûr, ça m'a donné confiance en moi de pouvoir ensuite m'assumer sans maquillage. Alors voilà, j'ai baissé un petit peu la pression et je savais que je pouvais être simple et sans artifice. Mais l'aspect un peu triste, si je prends du recul, c'est que de manière inconsciente, j'attendais son approbation. Genre, t'as le droit d'être sans maquillage, tout va bien se passer. Maintenant, en tant qu'adulte, je trouve ça ridicule et puis j'aurais envie de me prendre dans les bras à cet âge-là et de dire « Mais t'inquiète, t'as tellement pas besoin d'attendre l'approbation d'un homme et puis en plus, profite de ta peau parce que tu verras après, ça va pas être ça. Là, elle est bien. T'as pas l'impression, mais pourtant, elle est pas mal. » Point suivant, c'est quelque chose qui s'accorde avec le fait d'être toujours maquillée, mais je me faisais une teinture des cils avant de partir en vacances parce que, je voulais avoir l'air maquillée quand je sortais de la plage. Et puis comme le mascara waterproof, oui, alors c'est censé tenir à l'eau, mais on est d'accord que quand tu mets la tête sous l'eau toute la journée, ça va pas tenir nickel. J'allais faire cette teinture des cils, oui. J'aimais bien, j'aimais beaucoup. Je pensais aussi qu'il fallait tout le temps porter des sous-vêtements qui étaient jolis et attrayants, même s'ils sont pas vraiment confortables. Bon, déjà, on se voyait pas non plus tout le temps, on se voyait pas tous les jours, donc... Pour moi, le samedi qu'on se voyait, c'était obligatoire, fallait quand même, en gros, donner envie, quoi. Et puis, en même temps, je pense que ça me donnait un peu d'assurance pour la jeune fille que j'étais, qui, en fait, j'ai aussi un début de corps de femme, et vas-y, j'ai envie de te séduire en mode femme. Et puis, on n'est plus des enfants, tu m'as connue enfant, mais je suis plus une enfant. Et voilà, c'était toujours dans cette optique de vouloir lui plaire et d'être d'une certaine manière désirable.
Bon, et pour bien aller avec ces jolis sous-vêtements, je pensais qu'il fallait être toujours parfaitement épilé, quitte à en saigner avec le rasoir, et même parfois refuser d'avoir un rapport tellement... en fait, je voulais pas qu'il y ait un poil, quoi. Je trouvais ça... Je pensais que ça allait le rebuter. Mais encore une fois, pas confiance en moi, puis vraiment des fausses croyances sur les poils. Je vous ai pas encore parlé, je suis en train de préparer un podcast sur le Dico des filles. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un livre qui traite de différents sujets qui concernent les adolescents, mais il est sous forme de dictionnaire. Et il y a justement un passage sur les poils qui est abordé, et puis c'est assez triste vraiment leur vision des choses. Et c'est sûr que quand tu as été bercé toute ton adolescence par ces fausses croyances, eh ben après tu te dis non mais pas le choix, il faut que je sois toujours bien épilée. J'ai diabolisé ça quoi. Et quand on partait en vacances, justement, c'était un peu l'angoisse. Je me disais, mais comment je vais tenir pendant 7 jours pour être tout le temps nickel ? Donc, ce que j'avais trouvé comme solution, c'était d'aller faire l'épilation à la cire. Très mauvaise expérience. La première fois, ça s'est bien passé, mais la deuxième, oh là là, j'étais tellement mal en sortant de là, je vous jure, je pleurais. C'était très compliqué parce que la dame chez qui j'ai été, c'était vraiment une catastrophe et j'ai eu l'impression qu'elle abusait de moi. Alors, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais je pense qu'à 17 ans, c'était vraiment une expérience un peu traumatisante, donc j'ai plus du tout renouvelé cette expérience. Je pensais aussi qu'il fallait toujours porter des vêtements qui me mettaient en valeur, et pour moi, me mettre en valeur, c'était être près du corps. Donc déjà, c'était pas vraiment la mode du oversize, et c'était pas toujours confortable en fait. Mais bon, voilà, encore une fois, ces idées pour mettre mon corps de femme en avant, il faut mettre des vêtements qui sont près du corps. Et puis aussi, je pensais, vu que, bon, alors pour l'anecdote, je fais 1m57 et mon copain fait 1m85, je crois, ou 87 même. Bref, une grande différence de taille, et pour moi, j'imaginais que cette différence de taille le gênait, alors que clairement, quand je lui ai plu, ça allait se voir direct que j'allais pas tellement grandir plus, hein. Mais du coup, je portais très souvent des chaussures à talons. Et en même temps, je pensais aussi que pour être la parfaite bonne copine, il fallait être discrète. Donc qu'est-ce que je faisais ? Je marchais avec mes chaussures à talons, mais genre sur la pointe des pieds, pour faire le moins de bruit possible. Oui, c'est très très bête, je suis d'accord. Mais bon. Et dernier point, faire du sport. Alors, même que j'aime bien faire du sport, que je le faisais de toute façon, mais je pense qu'au-delà de ça, c'était surtout l'idée de me maintenir parce que je lui ai plu à 15 ans avec un certain corps qui était... j'étais assez svelte et je pensais qu'il fallait pas qu'il y ait une trop grande variation de poids dans le temps pour continuer de lui plaire. Donc, moi qui suis assez compliquée en nourriture et qui mange pas très très équilibré, ça va un peu mieux, mais en tout cas à ce moment-là, je mangeais pas équilibré. Je pensais que c'était que en me dépensant physiquement que j'allais pouvoir me maintenir. Donc voilà, je m'imposais quand même de faire un peu plus de sport. Je vais reprendre tout ça et tout ce que ça signifie, mais je tiens à le dire et le redire, mon copain, il n'a aucune idée de cette liste. Il n'a pas du tout conscience de tous ces efforts que j'ai faits, entre guillemets, hein. Et surtout, le plus important, il ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. En fait, tout ça, ça vient uniquement de moi, de mes fausses croyances, de mes représentations du couple, et vraiment de tout ce que j'ai pu voir qui m'ont influencée. D'ailleurs, ça me paraît vraiment important de le rappeler qu'il n'y a personne qui a le droit de vous dire à quoi devrait ressembler votre apparence. C'est vrai pour le couple, mais c'est pareil pour les amis et la famille. J'ai conscience que c'est très difficile de se taire face à un changement ou un laisser-aller qui nous paraît être du gâchis. Par exemple, je vous jure que quand ma sœur, elle est arrivée avec les cheveux, elle était noire rôde alors qu'elle est blonde à la base. J'avais envie de lui dire quelque chose. Et d'ailleurs, je suis sûre que je lui ai dit quelque chose parce que j'étais vraiment pas emballée. Mais enfin, voilà. Je pense que ça peut être très intéressant d'aborder aussi ce sujet parce que j'ai plein de choses à dire. Pas des choix capillaires de ma sœur, mais des pensées et des réflexions déplaisantes, pour être poli, qu'on peut avoir sur les autres. Quoi qu'il en soit, vous qui m'écoutez, ne prenez pas au mot ce que peut dire votre partenaire et n'acceptez pas tout. Oui, on peut être jaloux, oui, on peut ne pas aimer les tatouages, certaines coiffures, certaines tenues, mais vraiment, il n'y a rien qui justifie de l'agressivité et de la méchanceté pour l'apparence de votre corps. C'est le vôtre, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Revenons à nos moutons, ou plutôt nos avions. Toujours dans cet aéroport, je demande à Sylvain, toi, qu'est-ce que tu fais physiquement pour me plaire ? Est-ce que toi aussi, tu as des étapes de préparation de ton apparence avant les vacances ?
Enfin voilà, je sais pas, les hommes, ils doivent bien avoir aussi une petite routine. Passer chez le coiffeur, le barbier, acheter des nouveaux vêtements, on n'est quand même pas si différents, non? Ben lui, il me répond, je prône l'authenticité, je ne fais rien de spécial. Vous savez que ma première réaction, c'est limite d'être vexée. Comment? Tu ne fais rien alors que moi je fais tout ça et en plus tu n'en as même pas conscience. Mais bon, ensuite en y réfléchissant, je trouve ça génial. En fait, Sylvain, il me permet d'être tellement plus chill avec mon apparence. Il a tellement lâché prise sur son propre physique. C'est le mec le moins superficiel que je connaisse. J'exagère, vous allez penser qu'il ne prend pas soin de lui. C'est pas ce que j'ai dit. Mais en fait, lui, il s'en fout totalement des tendances. La seule tendance qu'il ait jamais respectée un jour, c'est le claquet de chaussettes. Il s'en fout d'avoir la même coupe de cheveux depuis toujours en fait. Si c'est sa maman qui lui coupe les cheveux, ça lui va très bien. Lui, sa préparation pour les vacances, c'est plutôt vider le frigo des denrées périssables, fermer les fenêtres, régler les derniers soucis au travail, contrôler les pneus. Bref, comment moi j'en suis arrivée à mettre une telle pression sur mon apparence au sein de mon couple? Je pense qu'on peut résumer ça en 2 sujets, mon interprétation de la féminité et le manque de confiance en moi. Qu'est-ce que la féminité ? Je pense qu'on a tous notre propre avis sur ce terme, et puis si je le prends dans un sens global, on peut se mettre quand même d'accord sur le fait que la féminité, d'un point de vue uniquement esthétique, c'est mettre nos atouts de femme en valeur. Par exemple, on dit que c'est plus féminin une femme qui a des cheveux longs que des cheveux courts. On trouve ça plus féminin quelqu'un qui porte un décolleté qu'un col ras le cou. La robe, c'est plus féminin que le pantalon. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Peu importe que vous soyez d'accord avec ce propos ou non, que vous l'appliquez ou non, ces stéréotypes existent et influencent notre société. Là où ils posent problème, c'est que dès l'enfance, on t'explique et on t'influence à demeurer dans le genre qui t'a assigné à la naissance. Je parlais des couleurs, mais on le retrouve dans les jouets, dans la façon dont les parents habillent leur enfant. Pour la petite anecdote, l'autre jour avec une amie enseignante en primaire, elle me fait remarquer que sur les t-shirts des garçons, on trouve souvent des dinosaures, des lions, des ours, des animaux qui sont vus comme forts et féroces, tandis que sur les t-shirts des filles, c'est plutôt des lapins, des chats, des fans, donc des animaux plutôt fragiles. Et si je vais encore plus loin, des proies. Je suis pas là pour faire de la psychologie de comptoir, mais c'est hyper intéressant d'observer quels messages sont transmis de manière vraiment inconsciente aux enfants. Bref, malgré des avancées déjà notables sur le sujet, on nous a appris à classifier de façon peu nuancée ce qui est stéréotypé féminin et ce qui est stéréotypé masculin. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a des personnes qui sont très peu ouvertes d'esprit et qui finalement, s'ils voient un homme porter du maquillage ou bien mettre du vernis sur les ongles, c'est pas très bien accepté, tout comme une femme qui va se raser le crâne. Enfin voilà, le cliché qui vient en premier en tête, c'est ah bah cette femme, soit elle est homo, soit elle a un cancer. Alors qu'on est d'accord, il y a des gens qui aiment avoir le crâne rasé et il n'y a aucun problème. Me concernant, je n'ai pas grandi dans une famille qui poussait à l'extrême le côté fille. De toute façon, ma sœur et moi, nous n'étions pas très fans du côté princesse. On appréciait tous autant de faire des cabanes et profiter de notre campagne que de jouer avec les Barbies. Donc oui, on était des petites filles coquettes, mais vraiment, on s'était pas poussé à l'extrême. Ma première représentation de la féminité, c'est évidemment ma maman. Ma maman, elle a toujours pris soin d'elle. Je l'ai jamais vue sortir sans se préparer. Bon, je vais nuancer mon propos, on habitait à la campagne, on ne sortait pas comme si on allait défiler pour aller chercher le courrier ou nourrir les lapins. En revanche, pour aller faire les courses, elle prend toujours le temps de se maquiller et de bien s'habiller. Et ma sœur et moi, finalement, étions habitués à une apparence soignée. On avait toujours des vêtements bien repassés, propres, s'il y avait une tache, on les changeait. Enfin voilà, les petites barrettes dans les cheveux, moi ça me paraissait totalement classique, mais je me rends compte maintenant que c'est pas la réalité de tout le monde. En grandissant, j'ai intégré le fait qu'une femme doit s'entretenir. Je vais pas tout mettre sur le dos de ma maman, sinon la pauvre, elle va m'en vouloir. Non, je pense aussi que je fais partie d'une génération qui a connu les débuts de YouTube, des youtubeuses beauté qui te donnaient des conseils pour apprendre à se mettre en valeur. Et puis moi, j'ai tout de suite accroché, j'ai regardé beaucoup de contenu. Et outre le fait d'apprendre des choses que je trouve utiles, comme se maquiller, connaître mon type de peau, faire une tresse plaquée, les dernières tendances, voilà, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. J'ai intégré le fait que, voilà, j'étais plus une enfant au moment où je regardais ça, que j'ai un corps qui s'est développé, que je peux plaire et que je peux jouer de mon apparence. Donc pour résumer, à mon adolescence, j'ai fait un espèce de mélange dans ma tête entre
mon éducation, mon attrait pour le domaine de la beauté et les enjeux sociétaux autour des femmes pour en ressortir une pensée récurrente qui dit qu'une femme doit être attrayante lorsqu'elle est en couple. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le prochain thème ? Oui, vous le sentez venir vous aussi, cette non-confiance en soi. Après toute cette réflexion qui vise à trouver d'où vient mon besoin d'être désirable, je peux l'affirmer, je n'avais pas assez confiance en moi. À 15 ans, je me mets en couple avec Sylvain. Bon, déjà c'est très jeune, mais vous allez me dire, ok, c'est normal à 15 ans de ne pas avoir confiance en toi. Oui, je suis d'accord, quoi qu'il y ait des adolescents qui n'ont pas ce problème, mais soit. Mais est-ce que c'est normal qu'après 10 ans de relation, tu penses encore que tu dois être sexy pour lui plaire ? Qu'il pourrait te quitter sinon ? Que tu pourrais le décevoir et ne plus correspondre à ses attentes ? Si tu ne demandes pas en mariage, est-ce que ça n'a pas un lien ? Et si finalement j'avais une date de péremption ? Vraiment, ça paraît très dramatique et je le dis d'un ton humoristique, mais d'une réflexion ou une plaisanterie à une autre, j'ai accumulé tout ça dans un petit coin de ma tête, je l'ai pris au premier degré, et voilà, la machine de l'autocritique est en marche. Je le disais tout à l'heure, ne prenez pas au mot tout ce que votre partenaire vous dit. Par exemple, pour moi, je sais que Sylvain, il aime vraiment les cheveux longs. J'ai toujours eu les cheveux longs. Mais à 27 ans, j'avais envie, ça faisait vraiment un moment, j'avais envie de me faire un carré et j'ai osé faire un carré. En fait, il ne m'a jamais dit ça va pas me plaire et je ne vais plus t'aimer si tu fais ça. Mais moi, toute seule, j'ai choisi l'option qui lui plaît le plus pour correspondre à son idéal. Et le jour où je suis arrivée avec mon carré, je savais que ça n'allait pas être sa coupe préférée. Mais je me trouvais tellement jolie, et franchement j'avais envie de le faire depuis tellement longtemps, que je n'avais pas besoin de son approbation. Et vous savez ce qui s'est passé ? Rien, absolument rien. On est toujours ensemble. Alors je vis ma best life avec mon carré, mais j'ai envie, là pour mon mariage, de laisser pousser les cheveux, mais c'est vraiment une décision qui vient de moi, c'est pour me plaire à moi, et je suis sûre qu'un jour, je les recouperai à nouveau. Donc c'est ce genre de réflexion que ton chéri ou ta chérie te dit qui peut influencer ton apparence. Les cheveux, c'est des cheveux, ça n'a pas grande conséquence. Mais imaginez une seconde que votre mec vous dise « j'aime les filles très minces » ou « j'ai besoin d'une femme avec des formes et pas un sac d'os ». Une femme amoureuse, pas très bien dans sa peau, que va-t-elle faire ? C'est clairement une porte d'entrée avec un joli tapis écrit « Bienvenue aux troubles du comportement alimentaire », avec les graves conséquences qu'on leur connaît. Puisque reprendre confiance en soi peut paraître très complexe, surtout plus jeune quand on n'a pas les outils pour, je me suis dit de manière inconsciente « Développe ta sexitude, deviens une femme et tu seras forte ». Et puis encore une fois, être féminine passait par l'apparence selon moi, alors j'ai consommé beaucoup de vidéos YouTube qui traitent le sujet. J'ai une question pour toutes les femmes comme moi qui s'intéressent au domaine de la beauté. Comment faire pour ne pas surconsommer et limiter sa routine ? Parce que j'essaie, mais chaque année, j'ai l'impression que je rajoute des nouvelles étapes à ma skincare et mes maquillages. Et je pense que c'est aussi comme ça que j'en suis arrivée à avoir une vraie to-do list pré-vacances. On a beau adorer acheter tous ces produits, l'ennui c'est qu'on a l'impression qu'à force, ils deviennent vraiment indispensables, sinon on sera moins joli les jours suivants. Perso, j'ai une addiction en ce moment pour le sérum spécial imperfection. Si j'en mets pas, je suis convaincue que demain j'aurai des boutons sur toute la tête. Bref, je me perds. Ouais, ou pas tant finalement. Je parle de boutons qui peuvent souvent être signe de changement hormonal, ce qui me donne l'occasion de parler du fait que de mes 15 à mes 28 ans, j'ai changé. Mon corps n'est plus exactement le même. Donc abordons cette nouvelle question. Et maintenant, à quel niveau d'importance je place mon apparence au sein de mon couple ? Si j'ai bien retenu quelque chose de ces dernières années, c'est que mon copain il m'aime, et ça peu importe mon apparence. Je suis convaincue qu'il me préfère même sans artifice, à Walp. Non, je plaisante, ce que je veux dire c'est qu'il s'en fout que je passe des heures dans la salle de bain. J'ai envie de me maquiller, c'est très bien, si j'ai pas envie, tant mieux, on gagnera du temps. C'est pas le plus important. Et pour en avoir discuté avec lui, il va vraiment accorder bien plus d'importance à ce que j'ai une bonne hygiène de vie pour ma santé, plutôt qu'à mon apparence. Maintenant que je sais ça, ça ne veut pas dire pour autant que je suis 100% débarrassée de mes peurs et que je ne vais plus chercher à lui plaire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup allégé ma trousse de toilette pour les vacances. Je suis plus une psychorigide des poils, je porte des sous-vêtements confortables, je porte des baskets car oui, je suis petite. Et alors ? Et j'ai encore plusieurs exemples, mais tout ça c'est pour vous dire que j'arrive désormais à plus me mettre autant de pression. Pour ma part, je pense que c'est aussi venu au moment où on a emménagé ensemble parce qu'on se voyait tous les jours. Il n'y avait plus cette pression de se dire on se voit qu'une ou deux fois par semaine. Donc ces jours-là, il faut absolument que je sois au mieux. Quand on se voit tous les jours, on lâche naturellement la pression et heureusement parce que imaginez si j'arrive pas à aller me coucher
en même temps que lui, parce que je veux pas qu'il me voie démaquillée ou que le matin je me lève plus vite. On peut pas tenir comme ça longtemps. Outre le fait d'aménager ensemble, comment j'ai fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de communication entre nous. Puis j'ai pris de l'assurance et j'ai gagné confiance en moi par le biais de mes connaissances, de mes réussites, de mon travail, mes amis. J'ai pris conscience que je n'avais pas besoin d'être un corps qui doit plaire à chaque instant, parce que finalement ça n'a aucun sens. Puis personne va me recruter dans la rue pour être mannequin. Et déjà, je veux même pas être mannequin. Et pour finir, le plus important, je suis désirable et aimable à travers tellement d'autres choses que mon physique. Et finalement, tout miser sur le physique, c'est totalement faux. Tu peux être une bombe, le sex symbole ultime. Pour moi, vas-y, Margot Robbie. Mais si ton attitude en société n'est pas du tout adaptée, t'as rien d'attirant. Je vous ai demandé sur Instagram en story si vous aussi, il y a des points où votre copain, copine, a influencé sur votre physique. J'ai eu plusieurs réponses, mais j'ai retenu 3 témoignages qui tournaient tout autour du poids. Une femme qui s'est privée de manger pour perdre du poids et plaire à son copain. Une autre qui a pris du poids depuis qu'elle est en couple. Et une autre qui mange plus que ce qu'elle en a envie pour suivre son copain dans les moments de repas et dont la conséquence est une prise de poids. Déjà, je remercie ces femmes de s'être confiées à ce propos car c'est vraiment intime et ce n'est pas toujours facile de prendre la parole pour assumer que oui, mon copain a pu m'influencer et je n'ai pas toujours eu le bon comportement. Concernant le poids, c'est vrai que c'est le gros sujet qui a tendance à revenir car on vit dans une société qui nous laisse entendre que le symbole de la réussite, c'est la femme mince. Donc à force de le voir, on finit par le croire. Il paraît que quand on est heureux en couple, on a tendance à prendre du poids. Ça s'expliquerait du fait qu'on ne cherche plus à séduire autrui, vu qu'on est en couple. Mais si le ménage commence à battre de l'aile, et bien là c'est l'inverse qui se produit dans le but de reséduire son partenaire. Alors c'est sûrement la vérité pour certains couples. Pour ma part, vous aurez compris que le besoin de séduction n'a rien à voir avec la sérénité de mon couple. Mais voilà, sachez que pour certains, c'est ce qu'ils vivent. Si c'est votre cas, peut-être que vous ne vous serez pas du tout reconnu dans mon podcast. C'est pas grave, j'ai d'autres sujets à vous proposer en stock. Je voulais vous dire à vous 3 qui avez répondu à ma story, vous êtes magnifiques. Vous êtes des femmes incroyables, avec une belle force de caractère. Et je suis sûre que vos mecs vous aiment pour tellement plus que le chiffre sur la balance. J'en connais d'ailleurs un sur les 3 et pour lui, en tout cas, j'ai aucun doute. Il a des cœurs dans les yeux. Retenez que si vous devez changer pour plaire aux autres, c'est que vous vous mentez à vous-même. On n'a qu'une seule vie, on est assez d'humains sur cette planète. Donc la moindre des choses, c'est d'être avec quelqu'un qui vous respecte et qui vous aime pour ce que vous êtes. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ce podcast, il se base sur mon expérience personnelle. Il est un peu différent des 2 derniers que j'ai faits. Mais j'aime bien aussi ce format, j'aime bien partager un petit bout de mon histoire. Et si toi aussi tu as envie de partager un petit bout de ton histoire, n'hésite pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je me réjouis du prochain podcast et je vous dis à très bientôt.